tous et bienvenue dans ActuPR. Vous avez été très nombreux à nous suivre lors de notre dernière émission et nous vous en remercions. L'actualité du mois de février fait particulièrement dense, toujours en raison des élections municipales. Et au mois de février, quelqu'un de très important est venu à Lyon. Il s'agit de Charles Gallois, le monsieur des questions économiques à l'UPR. Il était venu pour une simple séance de dédicace, mais nous avons réussi à le convaincre et gentiment, très gentiment, il a accepté de venir participer à un Bistro Populi particulièrement travaillé. Qui était très travaillé. Tout à fait Fabrice, nous avons même enregistré 2 Bistro Populi avec Charles Gallois. Il y aura une première émission qui sera dédiée à la réforme des retraites et il y aura une deuxième émission qui sera elle dédiée à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Le Brexit est-il un exemple à suivre? Tout de suite, un extrait sur les retraites. L'objectif de la réforme, c'est on ne touche pas à l'âge minimal, on regroupe tout dans une seule caisse, mais on commence à voir qu'il y a de plus en plus d'exceptions qui ressurgissent au fur et à mesure des concessions faites à chacun. On ne compte plus des trimestres, mais on compte des points. Et on a un système de bonus-malus autour d'un âge pivot de 64 ans. C'est le début du démantèlement de la retraite par répartition, du moins c'est une première approche dans ce sens-là. Et ça, les Français n'en veulent pas, et d'ailleurs à l'UPR, on le sait bien, puisqu'on propose depuis 2011 d'inscrire la retraite par répartition dans la Constitution française, puisque pour nous, le système actuel est bon. La grosse problématique, c'est une problématique de recettes, et il faut un retour à l'emploi, et la sortie de l'euro aidera massivement à cela. Qu'est-ce que tu as à dire? Il est très important que tout le monde comprenne bien ce qu'est le point, parce qu'effectivement, il y a 2 choses qu'on a évoquées. Concernant les fonctionnaires, pour eux, on va avoir un allongement de la durée de cotisation, donc ils sont complètement perdants à différents niveaux. Bon, les salariés du privé pourraient penser que c'est un rééquilibrage, en même temps que c'est plus juste. Les professeurs, par exemple, ils ont des s'il y a une pertes, chose qui est commune pour tout le monde, c'est l'arrivée des droits par points. Alors ça, c'est une chose qu'on connaît très bien dans l'assurance, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'une cotisation, vous n'avez pas des euros qui vous sont garantis à l'issue de votre contrat, mais bel et bien des points. Le problème, c'est qu'est-ce que vaudra ce point? Le gouvernement a dit qu'il ne toucherait pas la valeur du point, mais simplement, il n'est pas tenu de revaloriser le point avec l'inflation. Et est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une solution qui soit plus large pour répondre aux différentes problématiques de solidarité que rencontrent de plus en plus de Français, et avec une assiette de financement totalement différente? Pourquoi pas alternative, un financement par une TVA dite sociale, qui avait été très mal vendue en son temps, et pour que les choses soient parfaitement neutres au niveau de l'économie, accouplée également avec une taxe sur les intérêts des capitaux. Mais la TVA est quand même un impôt antisocial, parce qu'il n'est pas du tout redistributif, et finalement, on sait très bien que les très hauts revenus, la part qu'ils emploient à la consommation est bien plus faible que les faibles revenus qui utilisent tous leurs revenus pour consommer. Et donc, si on le prend en pourcentage, ça veut dire que ça fait financer en majorité la protection sociale par ceux qui gagnent le moins d'argent. C'est quand même complètement injuste, et c'est tout le problème de la TVA, c'est que ce n'est pas un impôt redistributif. Effectivement, si on pense à un impôt, par exemple, sur les produits financiers ou autres, ce serait déjà plus redistributif, si j'ose dire, qu'un... Si on coupe la TVA avec un impôt justement sur les produits financiers, et que par contre on maintient des taux de TVA allégés sur les produits de première nécessité... Oui, mais ça par contre c'est interdit. Parce que vous avez... C'est interdit à moins de 5%. C'est interdit à moins de 5%. On est à 5,5%. Ouais. Donc voilà, et en plus on peut pas changer de produit comme ça. C'est-à-dire que la France, et c'était une des grandes revendications des Gilets jaunes, c'était sur les produits de première nécessité, la TVA à 0%. Sauf que dans le cadre des règles européennes, il y a un règlement là-dessus qui a un taux minimum à 5%, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de le faire, et pour ce faire, il faudrait l'unanimité des États membres, ce qui n'arrivera jamais. Donc c'est-à-dire que l'Union européenne interdit une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Que pouvons-nous retenir sur les extraits de ce Bistro Populi concernant les retraites? Eh bien, que l'Union européenne a bien une politique. Et cette politique, pour nous Français, c'est la destruction de notre système de retraite par répartition au profit d'un nouveau système qui est un système de retraite par capitalisation. Si nous voulons que notre système soit protégé, à 27, c'est peine perdue. La seule solution qui nous reste pour reprendre notre destin en main, c'est de sortir de l'UE. Et pour sortir de l'UE, eh bien, il suffit de regarder le Bistro Populi concernant le Brexit et de voir que finalement, ce n'est pas un si mauvais exemple. Les extraits. Ça y est, c'est fait depuis le 1er février, et pour la première fois, un pays entier, et le Royaume-Uni en l'occurrence, s'est retiré de l'Union européenne. Pour la première fois, la construction européenne marque un recul.
quiconque souhaiterait suivre la voie du Royaume-Uni serait bien inspiré de tirer des leçons de ce qui s'est passé outre-Manche. La Grande-Bretagne a utilisé l'article 50. Et il s'en est suivi un blocage institutionnel assez remarquable qui fait qu'au lieu d'avoir ces 2 ans de négociation, on a eu quasiment 4 ans. Est-ce que cet article 50, c'est pas 2 ans où un pays a les pieds et les poings liés en attendant que tout le monde fasse regretter aux gens qui ont voté, histoire de revenir en arrière? Alors déjà, moi je tiens à préciser que le plus important avant tout, pour moi, c'est qu'une histoire de rhétorique, et les arguments contre l'article 50 sont de mauvaise foi, et je vais vous expliquer pourquoi. Le plus important, c'est déjà que la population française soit en faveur du Frexit, et le plus important, c'est le Frexit. Si on en revient à l'article 50, la notion de piège, pour moi, c'est souvent des personnes qui sont de mauvaise foi, finalement, qui n'ont même pas étudié un plan de sortie eux-mêmes. Parce que l'idée de dire on n'utilise pas l'article 50 parce que c'est un piège, c'est faux, parce que l'article 50 en soi, il n'y a pas un cadre de négociation qui est défini. Les seuls éléments qui sont définis dans l'article 50, c'est de dire que ça sera 2 ans maximum de négociation. Mais au contraire, pourquoi c'est des gens qui n'ont pas envisagé la sortie? Parce que utiliser l'article 50 et la période de négociation, c'est une force. Et l'exemple britannique le montre, pas parce que ça a duré 3 ans et demi, au contraire. Le problème des Britanniques, c'est que c'était Theresa May qui a négocié, il y avait toute une partie du Parlement qui était contre le Brexit, donc ils ont voulu annuler le Brexit. Problème qui ne se poserait pas en France, parce qu'un président de la République qui est élu en France sur le problème du Frexit, il a une majorité absolue, et le président de la République a dans l'institution française tout un tas de mécanismes qui a beaucoup plus de pouvoir que le Premier ministre britannique, et qui peut faire passer son Frexit. Il ne peut pas y avoir de blocage. Après, la question c'est de savoir est-ce que c'est un piège, mais en fait, est-ce que ces 2 ans de négociation sont un piège? Moi, je dis au contraire, c'est un atout, parce que ceux qui vous disent qu'on dénonce les traités et qu'on sort du jour au lendemain, c'est complètement absurde, parce que vous pouvez pas là pour le coup vous mettez l'économie dans le chaos, parce qu'on ne sort pas du jour au lendemain. Même les Britanniques n'ont jamais voulu sortir du jour au lendemain, parce qu'au contraire, la période de négociation vous permet de vous préparer à une sortie sans accord, parce qu'on ne sort pas sans accord du jour au lendemain. Au contraire, c'est une force, parce que nous, l'idée, ça n'a jamais été de dire qu'on sortira au bout de 2 ans, mais vous pouvez, pendant cette période de négociation, vous êtes toujours dans les règles, vous pouvez rétablir le contrôle du mouvement de capitaux, sortir de l'euro comme on le propose, parce que nous, on a dit qu'on reprendrait l'essentiel. Mais il y a tout un tas de choses à régler. Quand vous quittez l'Union Européenne, vous ne pouvez pas au niveau d'accords de libre-échange ou autre dire on sort du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas, tous les fonctionnaires français qui sont au Parlement européen et députés, vous ne pouvez pas dire je sors du jour au lendemain. C'est comme un divorce, vous avez plein de choses à régler. Charles-Henri Gallois était donc à Lyon pour dédicacer son livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Ses lecteurs et sympathisants sont venus nombreux pour le rencontrer et pouvoir échanger avec lui. Nous allons vous montrer quelques images sur les paroles de la chanson de June, Eurolucide. À tous les braves gens qui viendront m'écouter, je lis récits des impressions bien gardées, pas peur de l'être point entendu. Mais voilà que le monde semble changer sa face, les peuples se révoltant contre le système en place. Laissez-moi vous dire c'est fait-tu. Pendant que Charles Gallois s'entretenait avec ses lecteurs pendant la séance de dédicace, eh bien, l'équipe audiovisuelle du Jura a fait un petit micro-trottoir surprise. Ils ont collecté quelques témoignages intéressants. Les images. Vous êtes venu aujourd'hui à la dédicace de Charles-Henri Gallois. Absolument. Pour quelle raison ? Parce que j'ai envie d'acheter son livre déjà, et puis parce que j'ai assisté à une de ses conférences, Les illusions économiques de l'Union européenne. Eh bien, ce qu'il informe sur son livre est très clair et permet une ouverture et une connaissance du fonctionnement de l'Union européenne. Et ça nous éclaire énormément sur le carcan où on est dans notre pays. Vous êtes venu aujourd'hui pour la dédicace du livre de Charles-Henri Gallois. Pour quelle raison ? Il a écrit un bouquin qui est très intéressant, qui traite de l'imposture de l'Union européenne. Donc il est tout à fait intéressant de venir discuter avec lui pour échanger. Selon vous, après le Brexit, le Frexit, ce serait pour quand ? Pour le moment, les Français ne sont pas encore prêts à aborder cette problématique. Attendons de voir peut-être dans 1 an ou dans 2 ans pour les prochaines élections, les régionales,
peut-être pour les prochaines législatives et la prochaine présidentielle. Là, je pense que les mentalités auront beaucoup évolué avec ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer lorsque les Français se rendront compte que le Brexit n'était pas du tout la catastrophe annoncée par tous les médias et que ça se passe très bien pour eux. Merci. À la fin de la séance de dédicace, c'est votre serviteur Fabrice qui a pu interviewer Charles-Henri Gallois. Et vous allez voir que les réponses de Charles-Henri ne sont pas sans rappeler un certain François Asselineau. Des réponses très complètes. Tout de suite, on commence avec une première question très courte de Fabrice. Charles-Henri, bonsoir. C'est un plaisir et un honneur pour nous tous de te recevoir chez nous, à Lyon. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire par rapport à ton accueil ici? Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu as senti que les militants étaient motivés pour aller jusqu'au bout des municipales? Parce que les municipales, c'est l'actualité pour nous maintenant. C'est vrai, écoutez, l'actualité, c'est les municipales. L'accueil ici a été exceptionnel. Il y a une belle délégation qui travaille bien. Il y a des belles équipes qui font notamment UPR TV Rhône. Et donc, il y a vraiment un bon terreau pour agir. Et les municipales, c'est l'actualité, mais c'est aussi la base de la politique. Parce qu'on parle souvent de l'UPR, le parti du Frexit, mais la politique, ça commence aussi au niveau local. Et c'est pour ça que c'est très bien, l'UPR s'investit dans plusieurs listes. Il y en a 2 ici, avec la métropole de Villeurbanne et évidemment Lyon 8. Mais l'UPR est présente dans plusieurs listes pour les élections municipales. Et il y a des sujets qu'on peut aborder, qu'on aborde peut-être moins souvent. C'est le cas notamment de tout ce qui est transparence, éthique. L'UPR applique toutes les prescriptions d'anticorps et se veut justement, notamment avec le casier judiciaire, amener un sens d'éthique et de responsabilité pour les élus, de transparence. Et il y a aussi toute la question du référendum d'initiative locale. L'UPR défend le RIC au niveau national, donc on est cohérent. On applique aussi le RIC au niveau local. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la démocratie et le but de l'UPR. Il y a évidemment le Frexit, mais c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Et quelque part, ce référendum local, c'est le début pour rendre le pouvoir au peuple, parce que c'est bien gentil d'élire des gens tous les 5 ans, mais c'est pas pour leur donner un blanc-seing, mais il est bien que le peuple, et c'est le principal garde-fou, et c'est la plus grande révolution démocratique qu'il puisse y avoir, comme ce qui existe en Suisse ou en Californie, c'est-à-dire que oui, le peuple élit des représentants, mais ces représentants n'ont pas tout pouvoir, et ces représentants sont les représentants du peuple. Et si le peuple estime que la politique qui est menée par les représentants n'est pas bonne, il est bien que le référendum puisse être le garde-fou pour, sur les sujets qui tiennent à cœur au peuple, ils puissent reprendre le pouvoir. Et ça, toutes les listes UPR à travers la France pour les municipales portent ce projet. Alors je confirme, nous avons Patrice Cali pour Lyon 8, nous avons Christian Dada pour Métropole, et c'est évident que ces jeunes politiques, ce sont des personnes qui viennent du monde tous les jours. Ils portent le projet du PR, ils le portent au niveau des municipales, et ils incarnent à notre échelle à nous ce que François Asselineau et ce que toi tu défends aussi, c'est la France de demain. C'est ça, parce qu'il y a une forme, déjà, il y a, évidemment, ça revient aussi à l'éthique, c'est-à-dire que l'UPR, c'est pas des vieux partis avec que des professionnels de la politique qui vivent de ça depuis des années, ce sont des citoyens, comme tout le monde, qui viennent et qui s'investissent pour défendre leur pays, pour défendre leur commune et pour porter certaines valeurs, dont celle de la démocratie participative. Et ça, c'est essentiel, et c'est ce qui peut redonner aussi du sens aux élections. On voit au fur et à mesure des années l'abstention qui ne cesse de monter à toutes les élections, parce que, et d'ailleurs à juste titre, les citoyens sentent de plus en plus que malgré leur vote, finalement ils ne comptent plus. Après, on vote pour des gens qui ne font pas la politique que souhaite le peuple. C'est le cas au niveau national, on le sait, parce que 80% des lois et 100% quasiment du programme économique et social vient directement de l'Union européenne. Mais il y a un peu la même chose au niveau local, puisque au niveau local, on va subir la même chose qu'au niveau national. Le niveau local n'est pas déconnecté du national. Et on voit au niveau local, par exemple, pour ce qui est de la baisse de dotation pour les communes, qui impacte massivement notamment les petites communes, ça vient directement de l'Union européenne. Et le fait de pouvoir reprendre le pouvoir au niveau local, ça peut permettre justement de présenter ça aux citoyens, de le dénoncer, de redonner du sens au vote. Un vote pour l'UPR aux élections municipales, c'est un vote qui compte, puisque vous pouvez reprendre le pouvoir via ce référendum local. Donc c'est très important, et je pense que c'est la bonne élection, le bon échelon pour le mettre en avant. Vous êtes peut-être déjà posé la question, comment on compte les bulletins après une élection municipale? Comment on répartit les votes? Eh bien, François a créé un nouveau format dans le cadre de l'éducation populaire qui se nomme le tableau noir. Il a pris sa craie ou son crayon et il va vous expliquer dans cette première leçon comment ça marche. Bienvenue à l'école numérique. Un extrait.
Oh, mais où est-ce que je l'ai rangé encore? Oh, c'est pas possible, ça. Pas là, pas là... Ah, voilà! Ça aurait été quand même bête de la perdre moins d'un mois avant les municipales. Oui, parce que les municipales, c'est le 15 mars. J'espère que je vous apprends rien. Non? Bon, ça va vous être pardonné. Bon, par contre, je suis sûr que je peux vous apprendre 2-3 petits trucs sur les municipales. Bienvenue devant le tableau noir. Maintenant, temps de donner la parole à nos candidates et à nos candidats en lice pour ces élections municipales dans le Rhône. Nous sommes allés interroger Anne Morel, Patrice Cali et Christian Dada pour leur demander le sens qu'ils donnent à ces élections. Et ce qu'on retient dans ces extraits, c'est avant tout que chacun d'entre eux se bat tous les jours dans ce combat politique pour les municipales ou pour la métropole. C'est avant tout pour obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une démocratie participative. Et pour cette démocratie participative, il y a un premier étage à la fusée, et cet étage, c'est le RIL. Écoutons-les. Bonjour, je vous soumets un point important de notre programme. Il s'agit du RIL, le référendum d'initiative locale. Le RIL, c'est la participation des citoyens aux décisions locales sur des sujets importants et coûteux à la commune. Notre volonté est d'être au plus près des habitants pour leur rendre la capacité de décision conforme à une vraie démocratie. Des sujets seront proposés aux habitants et soumis à leur décision par initiative du maire. Les habitants pourront déposer en mairie une proposition de RIL pour un sujet local. Une date annuelle sera choisie afin que les citoyens puissent voter pour les initiatives qui auront été validées en fonction du seuil de 8% suite à l'initiative de l'arrondissement avec dépôt de signature en mairie. Dans ce cas, nous mettrons en œuvre un référendum et nous en appliquerons le résultat. Pas comme M. Étienne Blanc, des Républicains, qui s'engage lui aussi à consulter les Lyonnais par référendum, alors qu'il n'a pas respecté le choix de 55% des Français sur le référendum de 2005 en votant pour le traité de Lisbonne, bafouant ainsi la démocratie au niveau national. Les Lyonnais vraiment jugeront par eux-mêmes. Donc, le référendum d'initiative locale sera vraiment au cœur de notre programme. Ce seront les idées des Lyonnais qui seront mises en lumière. C'est une démarche participative et transparente qui sera de nature à rétablir la démocratie et la confiance des citoyens en leurs élus pour assurer ensemble le mieux vivre dans une ville unie, solidaire et respectueuse des enjeux sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, en vertu de la gestion intégrée de la ressource en eau, des réglementations ont vu le jour dans le but d'introduire la participation citoyenne à la gestion de l'eau. Cependant, les différents outils institutionnels mis en place ne permettent qu'une participation de façade. En effet, s'ils permettent la consultation des citoyens, ils ne leur permettent pas de prendre part aux décisions. Nous souhaitons opérer un changement social plus profond qui permettra d'impliquer les citoyens pour que ces derniers prennent conscience des enjeux de l'eau. Un travail de fond sera réalisé avec les conseils de quartier, les comités d'intérêt locaux, les conseils citoyens et les associations afin de mettre en évidence l'urgence de la situation. Cela permettra de former et d'informer la population qui, une fois toutes les cartes en main, pourra prendre pleinement part aux décisions et actions à mettre en œuvre, amenant ainsi la métropole sur le chemin d'une démocratie participative et à une gestion citoyenne du cycle de l'eau que nous avons inscrit dans notre programme. Je veux bien sûr ici parler du référendum d'initiative locale. Bonjour Anne, tu es sur la liste de Lyon 8e avec Patrice Cali. Est-ce que tu peux nous dire à quand remonte ton engagement sur le terrain ? J'ai commencé à être sur le terrain en 2017 avec les législatives et là on était beaucoup plus mal reçus qu'aux européennes en 2019 et là pour les municipales on a un très bon accueil de la part des gens qui nous soutiennent, qui nous disent oui vous avez raison, cette Europe il y en a marre. Donc les mentalités évoluent, les gens sont plus ouverts aux arguments de l'UPR donc c'est une bonne chose.
Tu es colistière sur la liste de Lyon 8e. Quelle est la mesure qui te tient le plus à cœur? Moi, la mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est le référendum d'initiative locale, pour prendre les décisions avec les citoyens, les faire participer. Et comment ça a été accueilli sur le terrain là, quand tu tractais la proposition de mettre en place un RIL? Alors les gens ne sont pas forcément ouverts au fait de prendre un tract pour les élections, et le fait de parler du référendum d'initiative locale, ils vont s'arrêter et tendre l'oreille. Du coup, c'est globalement bien accueilli par la population. Si un jour on obtient l'institution du RIL, selon toi, ce serait avancer vers quel type de démocratie? Participative, voilà, oui. C'est l'intérêt, c'est que les gens renouent avec la politique en fait et se rendent compte que ils ont aussi la main sur les décisions qui sont prises. C'est pas réservé à n'importe qui. Enfin, on est tous, même là, en militant. Enfin, là, vous voyez derrière les gens en train de militer pour les métropoles. On est des citoyens lambda, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde se réintéresse à la politique pour qu'on redevienne tous maîtres des décisions. Enfin, nous vous invitons à aller visiter notre site internet de l'UPR Rhône, sur lequel vous trouverez des articles récents et intéressants, notamment sur la réforme des retraites, les liens vers les réseaux sociaux pour pouvoir nous suivre, et également l'agenda de nos permanences pour nous retrouver dans le Rhône. Nous vous annonçons que prochainement sur ce site, il y aura une newsletter. Cette newsletter sera particulièrement intéressante parce qu'elle parlera de l'économie britannique en s'appuyant sur les paramètres donnés par l'Office national des statistiques qui est géré par le gouvernement britannique. Ainsi, vous pourrez voir mois par mois si le Brexit est une réussite totale ou il y rencontre des difficultés. Nous arrivons au terme de cette émission. Dans 10 jours, ce sera les élections. Nous sommes sur le terrain. Tous les militants sont sur le terrain et tractent, collent, essayent de convaincre un maximum de personnes. Nous espérons faire le meilleur score possible. Quoi qu'il en soit, nous aurons le sentiment du devoir accompli puisque nous aurons fait notre maximum. Donc bon courage à tous, on continue et nous vous disons à très bientôt dans un autre ActuPR. On lâche rien. À bientôt. Si vous voulez des informations de qualité, des informations inédites, des vidéos qui seront intéressantes pour vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube UPR TV Rhône et évidemment à la chaîne nationale UPR TV.